sommaire de cette édition, les festivités tournantes de la fête de l'indépendance contribuent au développement de nos régions. Zérékouré vient de bénéficier à cet effet de nombreuses infrastructures qui donnent un visage réluisant à cette ville. Législative du 28 septembre, la CENI a réceptionné cet après-midi des résultats issus des bureaux de vote de l'intérieur du pays. La proclamation va se poursuivre ce jeudi. La rentrée scolaire a connu peu d'engouement ce jeudi en Guinée. Plusieurs écoles sont restées fermées alors que d'autres ont effectivement démarré les cours ce jeudi. Les précisions dans ce reportage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Conakry, 3 octobre 2013. Ce journal s'ouvre sur des messages d'arrivée de Moscou. Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Honorable Monsieur le Président, veuillez recevoir mes sincères félicitations à l'occasion du 55e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. C'est avec satisfaction que je mets accent sur le caractère amical des relations russo-guinéennes. Je suis persuadé que le renforcement ultérieur de la coopération bilatérale mutuellement avantageuse répond aux intérêts de nos deux peuples et contribue au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Je vous souhaite, Monsieur le Président, de la santé, du succès et à tous les citoyens de la République, du bien-être et de la prospérité. Avec mes respects, Vladimir Poutine. Sa Majesté Juan Carlos, roi d'Espagne, à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous faire parvenir, ainsi que de la part du gouvernement et du peuple espagnol, ma plus cordiale félicitation lors de la célébration par votre pays de votre fête nationale. Je vous renouvelle, Monsieur le Président de la République, mes meilleurs souhaits de bien-être personnel ainsi que de paix et de prospérité pour le peuple ami de Guinée. Avec ma plus haute considération, Juan Carlos, roi d'Espagne. La célébration de la fête de l'indépendance à Zérékouré, le président de la République a dans son discours invité les Guinéens à sauvegarder l'unité nationale. Professeur Alpha Condé a, dans un langage franc et direct, réaffirmé sa volonté de protéger nos ressources minières. La Guinée ne sera pas déstabilisée, rassure le chef de l'État. Commentaire, Aïcha Diallo. Entamé son adresse à la nation en rappelant les liens fraternels qui ont existé entre les pionniers de l'indépendance guinéenne en 1958. Une solidarité forte qui a permis à la Guinée d'accéder à l'époque à la souveraineté nationale. Le professeur Alpha Condé n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à pérenniser cette union pour acquérir la paix, facteur essentiel du développement humain durable. Dans son discours sur la place publique de Zérékouré le 2 octobre 2013, le président de la République a particulièrement insisté sur l'essor économique de la Guinée dans ce 3e millénaire de tous les défis. Un essor économique qui ne peut se réaliser sans la paix. Et la Guinée, qui regorge d'importantes ressources minières, a besoin, selon le professeur Alpha Condé, d'un nouveau code minier basé sur la politique du gagnant-gagnant. Il est important que nous ayons une politique minière qui à la fois défend les intérêts de la Guinée et les intérêts des sociétés minières, c'est-à-dire une politique gagnant-gagnant. Or, beaucoup de contrats miniers étaient des contrats qui étaient faits contre l'intérêt du peuple de Guinée. C'est pourquoi nous avons fait un nouveau code minier. Aujourd'hui, nous avons engagé la bataille pour récupérer nos mines qui ont été acquises de façon frauduleuse. Et la récupération de ces mines et leur mise en vente par un appel d'offres pourra rapporter à la Guinée entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. Est-ce que cela ne peut pas permettre à la Guinée de se développer, oui ou non?
L'autre thème qui a retenu l'attention durant l'allocution du président de la République a trait à l'économie verte. La région de Nzerekore reste propice à cette économie, indispensable pour l'accès à l'autosuffisance alimentaire et pour résorber le chômage. Un pari dont la réussite dépend de l'instauration de la paix et de l'unité nationale entre toutes les ethnies qui vivent en Guinée forestière. Si la Guinée pouvait produire le riz pour toutes ces régions, comment ne pouvons pas aujourd'hui être autosuffisants en riz dans notre pays? À Massanta, on peut cultiver 3 fois. À Zérekore, on peut cultiver 2 fois. La Haute-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. La forêt seule peut nourrir toute la Guinée. La Basse-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. Nous avons la chance d'avoir 3 régions dont chacune prise individuellement peut rendre la Guinée autosuffisante dans le domaine du riz. Alors nous voulons que la Guinée non seulement devienne autosuffisante, mais qu'on devienne exportateur. Le chef de l'État a en outre insisté sur la fonction régalienne de l'État. Pour le professeur Alpha Condé, il est primordial que le futur Parlement s'implique fortement pour la restauration de l'autorité de l'État dans l'espoir d'instaurer en Guinée une démocratie à la hauteur des attentes des Guinéens. La paix et le développement socio-économique sont restés les maîtres mots du discours du président de la République à l'occasion du 2 octobre 2013 à Zérekore. La paix et le développement, 2 facteurs essentiels pour que la Guinée puisse devenir un modèle de démocratie dans ce monde globalisé et tenir les perpétuelles compétitions qui jalonnent le 3e millénaire. Les Guinéens qu'il convie le 2 octobre 2014 pour le 56e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale au Fouta Djallon. La ville de Zérekore change progressivement de visage et les infrastructures réalisées dans ce sens donnent de l'espoir aux populations. D'autres grands chantiers sont en cours de réalisation. C'est le constat de notre reporter Cheikh Sankan. Après Boké en 2012, nous voici cette année en Zérekore pour la célébration de l'an 55. Plusieurs chantiers ont été aussi ouverts ici, à l'image de ce centre artisanal, de la ville Assili, du bloc administratif et de plusieurs autres en cours de réalisation. Malgré le démarrage tardif des travaux et les conditions climatiques de la région, le résultat est largement satisfaisant. Les travaux sont déjà à 95%, si l'on le voit déjà, parce que le carrelage, la vitrerie et la peinture en partie c'est terminé. Il y reste maintenant quelques surfaces à carreler et l'aménagement de la cour. À la ville Assili, où quelques cases ont été même habitées par les invités venus prendre part aux festivités, les travaux sont presque achevés. La ville Assili comporte 4 grandes cases, dont la case numéro 1, case numéro 2, case numéro 3 et case numéro 4, avec un grand bâtiment principal qui porte le nom même de la villa et le salon d'accueil présidentiel qu'on vient de construire, avec les clôtures, les cuisines, 2 cuisines et une toilette extérieure. En 2 ans d'exécution de ce projet de fête tournante, le bilan est largement impressionnant. À Boké, nous avons pratiquement eu 23 projets qui ont été réalisés. 2 autres dont les contrats ont été signés il y a juste 3 semaines concernant l'aménagement du marché de Yomboya. En Zérekore et dans les 6 autres préfectures, nous avons 65 projets, n'est-ce pas, dont les contrats ont été signés. Et à la date d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a 52 déjà qui sont en cours de réalisation. Cette politique de fête tournante, initiée par le président de la République, chef de l'État, fait aujourd'hui la fierté des populations de Zérekore qui, à tous les niveaux, se réjouissent du changement intervenu dans leur région. Les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée ont boosté les activités économiques de la région de Zérekore. Les vendeuses des produits d'art et des habits traditionnels ont facilement écoulé leurs produits. Fodé Camara, notre reporter, s'est intéressé aux activités d'une étudiante qui gagne sa vie grâce au petit commerce. Voici son reportage sur place à Zérekore. À Zérekore, au quartier au sud, se dresse majestueusement l'hôtel Nimba, refuge de beaucoup d'invités des festivités. Ce mercredi 2 octobre, à la rentrée de cet espace hôtelier, le commerce de Sylvie Maxi Onomo est florissant grâce à la fête nationale de l'indépendance. Des boubous, des pailles et chaussures forêt sacrées, des sacrafias et des éventails se vendent comme du petit pain. Depuis que le 2 octobre a commencé, je remercie Dieu parce que la fête vient de commencer, mais je vois qu'il y a un afflux de clients. Il y a beaucoup de clients qui viennent.
Et vraiment, je sais que ça va marcher. Mais les prix, ça gravite entre combien? Non, ici, nous, on va au prix en gros. C'est-à-dire, combien par exemple le boubou? Le boubou traditionnel, ce qui est au marché à 350, moi je donne ça à 250. Parce que moi, je suis une grossiste. Ce qui est à 180, je vends à 150. Ce qui est à 50, je vends à 40. J'ai beaucoup de points de vente parce qu'après les études, j'ai décidé de me lancer dans le secteur commercial. Économiste de profession, Sylvie a le flair du business. En ce jour de fête nationale, elle met ses produits à la portée de la bourse des clients. À l'extérieur de l'hôtel Nimba, Augustine Loy exhibe le textile du terroir aux visiteurs, avec l'espoir de générer aussi des bénéfices. Ce qui prouve que les festivités de l'an 55 de l'indépendance à Zérékoré ont dopé le petit commerce. L'autre temps fort de cette édition, élection législative du 28 septembre. Les procès-verbaux de quelques villes de l'intérieur du pays ont été réceptionnés cet après-midi par la CENI à l'aéroport de Conakry. Ceci a été rendu possible grâce aux 2 hélicoptères mis à la disposition de la CENI par le système des Nations Unies. La proclamation des résultats provisoires va se poursuivre ce jeudi. Le point avec Saïdouman Diallo. Les hélicoptères mis à la disposition de la CENI pour le ramassage des procès-verbaux rentrent enfin en action. Ils ont procédé ce matin à l'acheminement sur Conakry des PV en provenance de l'arrière-pays. Vous savez, il y a l'impatience, surtout encore nos préfectures qui sont un peu éloignées et puis l'état de route aussi. Donc on a préféré acheminer les PV par ce moyen-là, surtout pour la sécurité aussi. Aujourd'hui, nous avons reçu 4 préfectures sur 7. Et la préfecture de l'Abbé n'a pas fini encore exactement, Pita n'a pas fini également, Pundara aussi viendra par la route. Nous avons pris toutes les dispositions de l'aéroport, nous nous dirigeons directement vers la CENI où il y a une commission de centralisation qui nous attend. Dans ces cartons, il y a les résultats issus de la centralisation au niveau préfectoral. Des données qui vont être déposées sous escorte de la Fossel au niveau de la commission de centralisation qui siège au niveau de la CENI centrale. Cette opération qu'on est en train de sécuriser maintenant fait partie de l'une de nos opérations d'après le scrutin, c'est-à-dire la sécurisation de l'escorte du matériel des résultats vers les centres de centralisation. Donc pour le cas de ce soir, nous recevons les résultats de l'intérieur que nous sommes déjà en train de prendre en compte dans le cadre de la sécurité pour assurer leur sécurité jusqu'à destination. Il faut préciser que d'autres vols sont également annoncés en provenance des préfectures de la Haute-Guinée et de la région forestière. Et puis avant de poursuivre cette édition, ce communiqué de la CENI qui vient de nous parvenir à l'instant, dans le souci de mettre en place une organisation de centralisation, transparence, inclusive des résultats de vote, la CENI avait procédé à l'acquisition d'un système automatique de traitement informatique des procès-verbaux des bureaux de vote pour chaque commission administrative de centralisation des votes. Ce système devrait permettre de s'assurer que chaque procès-verbal traité soit contrôlé sur le double plan de l'authenticité et de cohérence des chiffres à l'attention du président et des autres membres de la CACV. Une fois validé, ce PV devrait être scanné de façon cryptée et sécurisé et transmis automatiquement à la CENI. Des jeunes informaticiens avaient été sélectionnés, formés et affectés dans toutes les 38 circonscriptions électorales du pays. Après une réfutation de ce système par une partie de la classe politique, système qui n'excluait pas pourtant le décompte manuel suivant l'esprit de l'accord du 3 juillet, la CENI s'est vue obligée de renoncer à l'opération et de rappeler à Conakry tous les opérateurs et le matériel qui étaient déjà positionnés au niveau des commissions administratives de centralisation des votes. Le retrait de ce mode de transmission rapide des résultats de vote est une des causes importantes de la lenteur actuelle que nous constatons dans les travaux des centralisations. Ainsi, le calcul des résultats se portant sur le double scrutin
proportionnelle et uninominale augmentent le volume des opérations des commissions de centralisation à la différence du scrutin présidentiel. Il n'est pas superflu de rappeler par ailleurs que les deux ascenseurs des commissions administratives de centralisation des votes sont issus des partis politiques, j'allais dire, et la centralisation s'effectue sous l'œil vigilant et attentif des représentants des candidats. De tous ces constats, il faut reconnaître que la CENI n'endosse aucune responsabilité de retard dans la publication des résultats, si retard il y en a. À la date du 3 octobre 2013 à 16h25, la CENI n'a reçu que les PV de centralisation des ambassades de la France, la Belgique, le Libéria, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Mali, New York, Washington et des préfectures de Dubreka, Fria, Koya, Koubia, Lelouma, Farana, Dinguiraï, Mali et Dabola. Les PV des deux scrutins uninominales et de la liste à la proportionnelle ont été traités par la Commission nationale de totalisation des résultats en présence des représentants des partis politiques en lice et des partenaires. Ils sont diffusés au fur et à mesure chaque soir au cours d'un point de presse tenu au Palais du Peuple à Conakry. La Commission électorale nationale indépendante CENI rassure une fois de plus les candidats et les partis politiques engagés dans le processus électoral qu'elle ne ménagera aucun effort pour finaliser dans la transparence, l'équité et l'efficacité les dernières étapes des présentes élections législatives. Chaque soir, elle rendra publics les résultats partiels qu'elle aura traités au cours de la journée. La CENI renouvelle son appel à l'endroit des parties prenantes au processus électoral pour qu'elles continuent à s'investir dans la diffusion des messages de paix et de la sérénité qui ont prévalu depuis le début des présentes élections. Conakry, le 3 octobre 2013, la CENI. Vous le savez certainement, selon certaines agences de presse, les représentants de l'opposition se sont retirés au sein de la commission de centralisation de la CENI. À propos, nous recevons en direct dans ce journal le directeur national de la communication de la CENI, M. Jérôme Condé. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez suivi l'information comme nous autres. Avez-vous des précisions à apporter? Oui, il faut apporter certaines précisions parce que conformément au code électoral dans ses articles 85 et 89, la commission de centralisation est une commission interne à la CENI. Et quand elle siège pour plus de transparence, elle autorise les partis politiques à envoyer des représentants qui sont des observateurs. Alors lorsque ces observateurs-là se croient nantis du pouvoir d'intervenir dans la délibération de la commission, là il y a une violation du code électoral. Et c'est parce que nous ne les avons pas autorisés à intervenir dans ce débat que des représentants de certains partis politiques ont cru bon de se retirer. Mais je précise que ce ne sont que des observateurs. Les membres de la commission de centralisation sont encore réunis pour pouvoir proclamer des résultats qui appartiennent à l'ensemble de la commission électorale nationale et sur lesquels les 25 commissaires sont solidaires. Donc le retrait de ces observateurs n'affecte pas le traitement des dossiers, des procédures? Non, n'affecte même pas non seulement la sérénité du travail de la commission, mais en plus n'entame pas la crédibilité des résultats qui vont être prononcés, Est-ce que la publication, la proclamation des résultats va se poursuivre aujourd'hui? Aujourd'hui même, vous allez recevoir les résultats de Koya et de certaines ambassades. Et grâce aux 2 hélicoptères des Nations Unies, nous avons l'occasion de rassembler le reste des résultats afin que les Guinéens sortent de cette attente et sachent effectivement qui a eu quoi. Est-ce que vous avez un message particulier à l'intention de la classe politique?
Oui, nous voudrons rassurer la classe politique que notre mission était d'organiser une élection qui avait 3 résultats. Premier résultat, renforcer l'unité nationale. Deuxième résultat, construire la démocratie. Troisième résultat, construire la stabilité. Et pour ça, nous avions besoin de construire la sérénité en chaque citoyen. Et je voudrais demander à la classe politique de nous aider à construire cette sérénité. Monsieur Giro Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Les femmes de Guinée se prononcent sur les élections du 28 septembre à travers une déclaration. Elles ont exprimé leurs préoccupations sur le climat qui prévaut dans le pays et l'ancien appel à consolider la paix. On écoute la directrice du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix au micro de notre reporter Mahamoud Bari. Préoccupés par la situation qui prévaut après les élections législatives du 28 septembre dernier. Nombreuses sont les associations féminines de Guinée et membres du Centre de citoyenneté et paix à œuvrer à la consolidation de la paix dans le respect de la différence. Avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix ainsi que d'autres associations multiplient les appels en faveur de la cohésion sociale, le calme et la retenue. Nous venons de franchir un pas important de l'histoire de notre pays. Celui de l'organisation des élections législatives ayant connu un plus grand nombre d'observateurs aussi bien nationaux qu'internationaux, mais aussi une forte mobilisation de la communauté internationale pour une sortie de crise effective de la Guinée et une grande mobilisation des femmes et des filles pour préserver la paix en Guinée. Ceci constitue un gage certain de crédibilité du scrutin. Cet esprit de citoyenneté des femmes devrait interpeller l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi les populations à promouvoir la paix et l'unité nationale. Les femmes et filles de Guinée, soucieuses de l'intérêt supérieur de la nation, lancent un appel solennel au peuple de Guinée, en particulier aux jeunes et militants des partis politiques, d'être sereins et d'adopter un comportement responsable dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de renforcer la quiétude en Guinée. Le scrutin du 28 septembre, le mouvement syndical de Guinée invite toutes les parties prenantes du processus électoral à préserver la paix et la cohésion sociale et demande à la classe politique de respecter les résultats issus des bureaux de vote. Suivez un extrait de la déclaration du mouvement syndical de Guinée. Considérant la volonté du peuple de Guinée de finir avec la transition politique entamée depuis 2009 et qui ne favorisait aucun développement, considérant la souffrance endurée par les travailleurs de Guinée et leurs familles durant cette période sombre de l'histoire du pays, considérant le rôle éminemment historique que le mouvement syndical guinéen a joué depuis l'accession du pays à l'indépendance, considérant la nécessité de parachever le processus électoral en cours en Guinée, vu l'engagement et l'engouement affichés par le vaillant peuple de Guinée en participant massivement dans une discipline remarquable au scrutin législatif du 28 septembre 2013, en dépit de quelques dysfonctionnements constatés par les observateurs nationaux, régionaux et ceux de la communauté internationale, le mouvement syndical guinéen rend hommage au peuple de Guinée pour avoir exprimé sa détermination à renouer avec les élections libres et démocratiques. Il invite toutes les parties prenantes à ce processus, à savoir la CENI, le gouvernement, les partis politiques, la Cour suprême, à avoir une hauteur d'esprit pour magnifier et respecter cette volonté exprimée par le peuple de Guinée à travers la proclamation des résultats réels issus des bureaux de vote.
Je vous le disais en titre, l'ouverture des classes n'a pas connu un engouement. Ce 3 octobre, plusieurs écoles sont restées fermées. Les élèves n'ont pas répondu à l'appel du département de l'enseignement préuniversitaire. Cependant, les cours ont effectivement repris dans certaines écoles publiques. Notre reporter Sam Martin a fait le tour de quelques écoles de la capitale. Suivez son constat. En cette période de rentrée scolaire, des voix s'élèvent pour demander aux acteurs politiques de prôner la paix. Tout le monde s'entende et qu'on ait la paix pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que les enfants sont innocents et vraiment ils ont besoin. Ils ont fermé l'école en mai, alors ils sont beaucoup en retard. Normalement, on devait reprendre les cours maintenant, mais là, dans un climat calme quand même. Le 3 octobre est le jour officiel de la rentrée scolaire en Guinée, mais cette année, l'affluence des élèves est moins perceptible dans les rues à la différence des autres années. La plupart des écoles publiques n'ont pas encore repris les cours. Au lycée du 2 octobre, par exemple, sur près de 1000 élèves, seulement 8 sont présents. Nous avons préparé la rentrée pédagogiquement et administrativement. Aujourd'hui, les cours devaient démarrer. Malheureusement, nous nous sommes présentés le matin à 7h45. C'est le personnel enseignant et la direction qui ont hissé les couleurs. Et jusqu'à 8h, nous avons eu un total de 8 élèves sur l'effectif global. Conformément au communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire, le groupe scolaire Sainte-Marie a aussi ouvert ses portes ce jeudi. Je suis très heureuse de reprendre les cours. Bon, parce qu'on a passé 4 mois de vacances à la maison, on s'est bien reposé et bon, je vois que les cours ont bien repris. Habituellement, nous faisons une pré-rentrée. Vous voyez, les élèves, ils ne sont pas tous en tenue. Le temps pour les parents de compléter les fournitures et que les tenues soient prêtes d'ici lundi. La grande majorité des élèves et parents préfèrent reprendre le chemin de l'école après la publication des résultats des législatives du 28 septembre dernier. Mes parents m'ont dit d'attendre, d'y aller le lundi pour voir si c'est un peu plus clair dans les affaires, quoi. Le temps est paralysé, les enfants n'ont pas été à l'école, nous tous on est dans la souffrance comme ça. On a peur. Depuis ce matin, les responsables en charge de l'éducation préuniversitaire sont pourtant sur le terrain. Le temps d'apprentissage compte beaucoup. Et si nous accusons des retards, cela va réjaillir sur l'achèvement des programmes scolaires et par conséquent sur les apprentissages des enfants. C'est pourquoi nous voudrions que les enfants viennent à temps, commencent les cours à temps pour que nous puissions achever les programmes scolaires dans de bonnes conditions. Les responsables du système éducatif guinéen invitent alors les parents d'élèves, partenaires et enseignants à reprendre les cours à la date indiquée pour le bonheur des enfants du pays. Dans la Guinée profonde, l'installation de la Fédération des usagers du bassin du Niger à Farana, une vingtaine de cadres fait partie de ce bureau qui aura pour mission de sauvegarder la faune et la flore du bassin du Niger. Le point avec Mohamed Sankon. Un géant de la nature menacé de disparition. C'est l'inquiétude qu'exprime la Fédération des usagers du bassin du Niger. Le fleuve Niger et son écosystème sont victimes d'agressions de toutes sortes. Les fous à briques, les feux de brousse et l'exploitation abusive du bois sont pointés du doigt. Halte, dit la Fédération nationale des usagers du bassin du Niger. Cette assemblée générale a permis d'amender les documents juridiques, d'élaborer un plan d'action budgétisé et d'élire un bureau exécutif de 5 membres. La priorité de la coordination, c'est d'abord les usagers du bassin du Niger. Comment s'occuper d'eux, les qualifier, renforcer leurs capacités de manière que les ressources du bassin soient mieux sauvegardées. Tout ce qui est comme exploitation minière autour du fleuve Niger, nous prêtons soin afin que les pentes soient préservées. La fédération a déjà un partenaire de taille, l'Association des animateurs communautaires de Guinée. Les deux ouvrent leurs portes à d'autres partenariats pour préserver notre cadre de vie. Nous voulons que ces organisations-là participent de façon effective à la gestion intégrée des ressources du bassin du Niger.
La Fédération nationale des usagers du bassin du Niger prévoit également la sensibilisation des populations afin qu'elles participent à restaurer notre environnement. De Farana, direction préfecture de Dabola, où le quartier de Kabanya vient de bénéficier de l'éclairage public après plusieurs années d'obscurité. Les fils de ce quartier de la commune urbaine se sont mobilisés pour donner du courant à leur localité. Un exemple à suivre. Nabi Kamara signe ce reportage. Initié en 2011, le projet d'électrification du quartier Kambaya dans la commune urbaine de Dabola est devenu une réalité. Depuis le 16 septembre dernier donc, cette cité peuplée de 3000 habitants est sortie de l'obscurité dans laquelle elle a vécu pendant 13 ans. Ainsi en a décidé les filles et fils de Kambaya qui estiment que c'est l'une des solutions ultimes pour ce quartier de se développer. Ce bel exemple patriotique des ressortissants et résidents de Kambaya devrait inspirer d'autres pour sortir leur localité de l'ornière. En tout cas, ici à Kambaya, l'électrification du village n'est que la première étape de l'ambitieux programme des fils de cette belle cité vieille de plusieurs années. L'étape suivante va consister d'abord à tirer la basse tension, à alimenter les maisons. Mais cela ne peut se faire que si le village est loti. On ne peut implanter les poteaux que sur la base d'un lotissement moderne. Le ministre de l'élevage qui a présidé la cérémonie de lancement du courant a félicité et invité les Kambayaka à soutenir leurs enfants pour venir à bout de leur programme. Saramadi Touré a indiqué que le professeur Alpha Condé, président de la République et son gouvernement, pour leur part, joueront le rôle qui leur revient, celui de créer toutes les conditions de sécurité et d'encouragement des initiatives d'autodéveloppement à travers le pays. Signalons que le projet d'électrification du quartier Kambaya à Dabola a coûté plus de 900 millions de nos francs. L'éclairage public devient une réalité à Kambanya, c'est à Dabola. Merci Nabi Kamara. Découverte macabre des corps de deux jeunes fillettes au quartier Yimbaya, c'est à Conakry. Ces enfants auraient été emportés par les eaux de ruissellement. Selon les témoins trouvés sur place, ces deux fillettes n'ont pas pu résister à la puissance des eaux. Suivez ce reportage de Abdul Karim Kamara. Il est environ 14 heures le 1er octobre dernier quand Conakry a été arrosé par une grande pluie. La puissance des eaux de ruissellement a emporté ces deux fillettes dans un grand caniveau au rond-point de la tannerie sous le regard impuissant des témoins oculaires. Quelques minutes après, les corps des victimes sont retrouvés au quartier Yimbaya-Bafon. Les enfants, ils sont venus, ils ont glissé, ils nous ont montré là où ils ont glissé. L'un est tombé, l'autre aussi est tombé derrière lui. Si cela se fait, l'eau qui descend en bas pour venir partir à une très grande fosse, cette eau qui les a pris là-bas et les a amenés jusqu'à Sousse. Avant d'arriver ici, ils étaient vraiment sauvés. Ce jour-là, les deux filles étaient sur le chemin du domicile de leur tante. Malheureusement, elles n'y arriveront jamais, fauchées par une mort soudaine. Nous, on est à leur recherche durant la nuit d'hier. Je suis le matin là, je suis parti à la gendarmerie, j'ai informé qu'on a parti voir les sapeurs-pompiers qui sont venus avec nous ici. Ce drame vient relancer la problématique de l'abandon des enfants lors des grandes pluies en Guinée, surtout à Conakry. C'est bien dramatique. Dans l'actualité africaine internationale, la CPI lance un mandat d'arrêt contre un Kenyan soupçonné d'avoir soudoyé les 3 témoins cités dans le dossier du vice-président kenyan qui comparaît devant la Cour pénale internationale. La procureure Fatou Bensouda annonce que d'autres mandats d'arrêt seront délivrés très prochainement. Suivez ce reportage. La Cour pénale internationale, accusée par l'Union africaine de chasser des dirigeants africains et d'ignorer les atrocités commises ailleurs, n'a pas dit son dernier mot. Mercredi, la procureure Fatou Bensouda a annoncé qu'un mandat d'arrêt a été émis contre un Kenyan accusé d'avoir soudoyé 3 témoins cités au procès de William Ruto qui a repris hier. Le vice-président kenyan, accueilli par des membres de son parlement, est arrivé à La Haye visiblement confiant. Il est accusé par la CPI de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya qui avaient fait plus de 1000 morts. Or, depuis plusieurs mois, le bureau de la procureure dénonce des intimidations de témoins dans ce procès.
Ce que nous avons découvert au cours de notre enquête, c'est qu'il s'agit d'un réseau. Ce n'est pas juste une personne, mais d'autres sont impliqués dans ce complot. Ces accusations concernent également le procès du président Uhuru Kenyatta, lui aussi accusé de crimes contre l'humanité, dont la première audience doit se tenir le 12 novembre. La procureure a ajouté que d'autres mandats d'arrêt pourraient être émis après celui-ci. Je pense qu'envoyer le mandat au Kenya maintenant est une occasion pour le Kenya et le gouvernement kényan de démontrer leur volonté affichée de coopérer avec la CPI. Cette annonce marque un nouvel épisode dans les relations tendues entre la CPI et le Kenya. En septembre, les députés kenyans ont adopté un texte en vue de quitter le statut de Rome, traité fondateur de la Cour. Lors de son cinquantenaire, l'Union africaine avait déjà mis en cause la CPI. Elle a convoqué ce mois-ci un sommet extraordinaire à Addis Abeba pour aborder un retrait en masse des États africains, membres du traité de Rome, en signe de protestation contre l'inculpation des dirigeants kenyans. En plus bref, aux États-Unis, troisième jour de paralysie de l'État fédéral, la crise persiste entre démocrates et républicains autour du budget fédéral. On constate une perturbation des marchés. Cette crise affecte sérieusement le fonctionnement de l'État fédéral. Page noire, douleur et consternation. Le département de la communication perd deux de ses valeureux techniciens, Saliou Kamara, directeur national des services de diffusion, et Adolphe Bengoura, technicien basé à Bokeh, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation sur la nationale Conakry-Bofa. Ils partaient pour l'installation des émetteurs radio-TV de la RTG. Vive émotion, les travailleurs de la communication ont rendu un dernier hommage ce jeudi à ces deux collaborateurs. Abdel Diallo nous retrace le film de la cérémonie. Suivez. Directeur national des services de diffusion au ministère de la Communication, Saliou Kamara n'est plus de notre monde. L'homme, en compagnie de son agent basé dans la région de Bokeh, Adolphe Bengoura, trouve la mort à Bofa dans la nuit du 1er octobre. Il était en route pour la réinstallation d'émetteurs de réception radio-télévision dans le Kakande. Hier, vers 13h, un ami m'a appelé pour me dire que si j'ai appris la nouvelle. Je lui demande quelle nouvelle. Il dit, ah, ton frère n'a pas voyagé vers Bokeh. J'ai dit effectivement oui, j'ai un frère qui est parti vers Bokeh pour un travail. Il dit, ah, et donc il dit donc il y a eu un accident. Il dit pour le moment il est à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital, il est gravement blessé. C'est après tout maintenant que vers le soir, parce qu'il n'a pas voulu me dire réellement ce qui s'est passé, quoi. Maintenant, vers 14h, on m'appelle maintenant pour me dire que je suis un homme, de prendre courage et que mon frère est décédé. Donc ça a été un regret pour tout le monde, c'était une perte pour la famille. Touchés par cette disparition tragique, les amis et collaborateurs sont mobilisés à la morgue de l'hôpital Ignastine. Là, les bons souvenirs de travail avec cet homme talentueux technicien sont rappelés. Saliou Kamara me rappelle d'abord, je dirais que c'est un ingénieur très brillant. Très brillant parce que ce monsieur, il a aimé son travail. Comme vous le savez, je perds un frère, un ami. Quand je dis un frère, on était tout, il me comprenait tout. Et tout dernièrement, il n'y a même pas 4 jours, il est venu dans mon bureau, il m'a dit, mais là, il dit, je suis très inquiet. Nous sommes émus, à plus d'un titre. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, tous les responsables du département de la communication et les responsables des radios privées et télévision ne font que nous assister. Tant sur le plan humain, sur le plan humain, sur le plan matériel et financier. Dans le cercle familial rapproché, difficile de consoler la veuve et ses 7 enfants. L'exceptionnel chef de famille s'en est allé pour toujours. À la maison mortuaire, les connaissances et les voisins témoignent de leur compassion. Pendant l'oraison funèbre,
Le syndicat et les cadres du département de la communication rendent un hommage mérité à cet homme qui a consacré sa vie à la diffusion du son et de l'image de qualité dans le domaine des médias. En plus de la RTG, Saliou a servi de ressources pour l'émission de plusieurs radios et télévisions privées du pays. Ce grand maître des antennes nous quitte à l'âge de 59 ans. C'est bien triste, c'est bien difficile. Saliou Camara et Adolphe Bangoura, reposez-vous en paix. Vous avez bien rempli votre mission. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. À bientôt.